Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et voici le sommaire de ce 12 juin. Que restera-t-il de Silvio Berlusconi? Que retiendra l'histoire? Les succès politiques, les victoires sportives, l'empire médiatique ou bien les scandales sexuels et financiers? L'ancien Premier ministre italien est mort ce matin à l'âge de 86 ans et même si son influence avait décliné, c'est une page importante qui se tourne pour son pays. On explore les multiples facettes du Cavaliere dans une minute. Et puis pour notre second débat, vous le savez, volontairement décalé de l'actualité du jour, c'est la grande misère de la psychiatrie française que l'on va analyser. Nous, on marche autour de 120% d'occupation des lits, ce qui veut dire qu'on a des patients qui dorment sur des matelas qui sont posés par terre, qui n'ont pas accès à des placards, des chambres de 2 lits qui sont transformées en chambres de 3 lits. On n'a même plus de place pour qu'ils puissent manger confortablement. Donc souvent, c'est des gens qui mangent assis sur des chaises avec des plateaux posés sur leurs genoux. 3 semaines après la mort d'une infirmière poignardée par un homme souffrant de graves troubles psychiatriques et pourtant laissé en liberté, on fera le constat de ce secteur en souffrance et on esquissera des solutions pour sortir de la crise avec nos invités experts. Mais d'abord, donc, c'est la mort d'un milliardaire doublé d'un animal politique que nous raconte tout de suite Cécile Sixou. C'est une figure emblématique de la vie politique italienne. Silvio Berlusconi n'est plus. Il avait 86 ans. Les hommages se multiplient, à commencer par celui de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi était avant tout un battant. C'était un homme qui n'avait pas peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie. Homme influent, il commence sa carrière dans l'immobilier dans les années 60 où il se fait un nom, ou plutôt un surnom, Il Cavaliere, hérité d'une distinction de chevalier du travail. Dans les années 80, l'homme d'affaires veut étendre son empire. Il investit dans la presse et fonde Mediaset, la fusion de plusieurs chaînes de télé privées italiennes. Cet engagement dans les médias lui vaut une grande partie de sa fortune, mais est aussi un tremplin pour sa carrière politique. Je crois qu'il a su utiliser les moyens modernes et contemporains de communication. Donc c'était aussi un homme de médias et il a su tirer parti pour défendre ses idées et pour progresser en Italie comme en Europe. Il a su profiter, si je puis dire, de tous ces éléments de modernité. 4 ans après la création de son parti, Forza Italia, il accède en 1994 au poste de président du Conseil. Il le sera 3 fois, 9 ans au total, un record. Des mandats émaillés par une série de scandales privés, sexuels et financiers qui n'empêcheront pas Silvio Berlusconi de rester en Italie une figure indéboulonnable de la vie politique. Il a toujours tenu à conserver un pied parce que c'est aussi une façon, outre quand il était au pouvoir, de faire passer des législations qui étaient à son avantage économique et industriel, de se protéger contre, je dirais, des recours en justice parce que des irrégularités nombreuses, les procès ont été nombreux et quelque part, grâce à une certaine immunité parlementaire, il a pu se préserver. Réélu sénateur en octobre dernier, la victoire est symbolique. Silvio Berlusconi se savait déjà malade. On va explorer certaines des facettes de Silvio Berlusconi. Il y en a tellement avec Ludmilla Acone. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Italie médiévale et contemporaine et chercheuse associée à l'Université Paris 1. Patrick Martin-Genier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, vous êtes merci. professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et auteur de ce livre « L'Europe a-t-elle un avenir ?» livre publié aux éditions Studirama. Patricia Lémonière, bonsoir Patricia. Bienvenue à vous, grand reporter spécialiste des relations internationales. On est également en duplex avec Fabien Archambault, historien, maître de conférences à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonsoir à vous, vous êtes spécialiste du sport au XXe siècle. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Bienvenue à vous aussi. Je vais commencer par un premier tour de table. Pas facile, Ludmilla Acone, parce que je disais tellement de facettes. Si vous deviez retenir une image, je ne sais pas, une date, une déclaration de Berlusconi, de Silvio Berlusconi, vous choisissez quoi? Alors,
Je pourrais penser en négatif vraiment à sa déclaration qu'il a fait à une jeune femme en disant « Vous ne trouvez pas du travail, mais vous avez qu'à trouver, voilà, vous mettre avec mon fils, par exemple, pourquoi pas ?» Donc c'est un peu sa conception, hein, c'est celle des femmes qui, à travers des hommes, voilà, c'est une idée. La question la plus importante qu'il faut, à mon sens, retenir, c'est son premier gouvernement. Son premier gouvernement en 1994, lorsqu'il a permis au parti post-fasciste de Gianfranco Fini, qui ensuite est devenu Fratelli d'Italia, d'aller au gouvernement, en même temps qu'un parti qui était la Ligue du Nord, qui était un parti totalement régionaliste, très xénophobe déjà, et il a permis cette coalition-là, et de ces deux partis qui étaient infréquentables pour la plupart des gens, ils ont pu accéder au gouvernement avec son parti, Forza Italia. Il a ouvert une brèche d'une certaine façon. Exactement. Il a ouvert une brèche. Patrick Martin-Jeunier, il y a une date, je sais dont vous voulez nous parler, le 2 juillet 2003. Que se passe-t-il? Ce jour-là, on est au Parlement européen. On est au Parlement européen. L'Italie exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne depuis le 1er juillet jusqu'au mois de décembre. Silvio Berlusconi intervient devant le Parlement européen et un député allemand socialiste, social-démocrate l'interpelle. Je crois que c'était Martin Schulz qui allait lui-même devenir président plus tard. Et donc, il l'interpelle d'une façon très critique. Et Silvio Berlusconi se lève, prend la parole et il dit, vous savez, il y a un producteur en ce moment qui va tourner un film sur les camps de concentration et vous pourriez être le capot, le chef du camp de concentration. Provoquant un scandale diplomatique dès le lendemain de la présidence du Conseil de l'Union européenne. Un scandale en Allemagne, la stupéfaction au sein des députés socialistes allemands. Vous pouvez imaginer ce que ça a été. Et donc, cette présidence a très mal commencé. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on est un leader national, on exerce des responsabilités européennes et internationales. Et bien évidemment, chasser le naturel, il revient au galop. Très souvent, il peut y avoir des chocs diplomatiques au niveau européen. Et on reviendra évidemment avec vous sur son poids européen, d'une certaine façon. On en parlera un petit peu plus tard. Patricia Lémonière, vous nous dites que d'une certaine façon, il a été pionnier. En quoi a-t-il été pionnier, Silvio Berlusconi? J'ai envie de dire qu'il était pionnier dans l'art de la disruption, si le mot peut exister. C'est-à-dire que immédiatement, vous citez cet exemple, vous en citez un autre. Il est le pionnier parce qu'il va ouvrir cette ère où des hommes d'affaires investissent massivement dans le sport, où des magnats du bâtiment investissent dans les médias, quitte à les contrôler à 50%, comme en Italie, et où il va ouvrir le champ politique à tout ce courant décomplexé. Il a été copié après, c'est ça? Et après, en quelque sorte, il a eu des successeurs. Et le plus notoire de tous les successeurs, je pourrais dire que c'est Trump. Parce que c'est aussi un homme de médias, c'est aussi un businessman, et c'est aussi un homme qui a voulu tourner la politique à son avantage, et pas forcément à l'avantage de son pays, mais en tout cas à son profit. Et on pourrait rajouter quelques-uns des scandales aussi qui ont marqué la carrière de Berlusconi et celle de Trump. Sur un plan juridique, effectivement. Mathieu. Moi, c'est sur ça, je trouve que le mot qui lui va, c'est une forme d'impunité. Une impunité dans le sport, une impunité en termes politiques, une impunité évidemment en termes judiciaires, puisqu'il a été beaucoup poursuivi et rarement condamné, une fois, je crois, de mémoire. Et c'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire c'est l'apparition de leaders qui s'en foutent de la respectabilité, des contingences, de tout ce qu'on disait avant, des mots, mais c'est impossible, non, voilà. Lui, c'est pas grave. C'est vrai qu'il a, d'une certaine façon, éclater un plafond de verre pour toute une palanquée de leaders populistes ensuite qui jouent ça, l'opinion directe contre les médias, contre les élites, avec qui survivent à des scandales auxquels d'autres auparavant n'ont jamais ne se seraient jamais relevés. Voilà. C'est effectivement intéressant. Fabien Archambault, pour les fans de sport français, notamment Berlusconi, c'est la rivalité avec Bernard Tapie, la Coupe d'Europe remportée par l'Olympique de Marseille en 93 contre le Milan AC, qui était le club de Berlusconi. Des Coupes d'Europe, il en a remporté beaucoup, des championnats italiens aussi. À quel point le foot lui a servi de marchepied vers sa carrière politique? Expliquez-nous. Alors, ça, c'est... Alors, il n'y a rien d'étonnant sur le fait qu'un homme politique s'occupe de football en Italie. C'est une tradition qui s'est installée dès les années 50, 60. Il y a une trentaine de parlementaires italiens qui sont présidents de clubs de football. Ce qui est plus intéressant avec Berlusconi, c'est quand il rentre en politique
donc en 1994. Il file totalement la métaphore du football avec son action politique. Donc déjà, il choisit la discesa in campo, donc l'entrée sur le terrain. Son parti s'appelle Forza Italia parce qu'il avait réussi à partir de son club, qui était un des clubs de Milan, le Milan AC, à devenir en gros une sorte de patron du football italien, puisque l'entraîneur de l'équipe nationale, c'est l'ancien entraîneur du Milan AC, par exemple. Et alors surtout, après, comment est-ce qu'on rentre en politique alors qu'on n'a pas de parti politique et qu'on en crée un à partir de rien? On sait maintenant, il y a eu des travaux de sociologues qui sont intéressés à ça, qu'il s'est appuyé sur le réseau des supporters du Milan AC, puisque c'est aussi pour ça qu'il a choisi le Milan AC en 1986. Hein. C'est une des grandes équipes nationales avec l'Inter de Milan et la Juventus de Turin qui ont des supporters dans toute l'Italie. Et donc il y a les Milan Club qui, en 1994, sont mobilisés pour constituer le premier réseau de supporters non plus footballistiques, mais politiques de Forza Italia, le nouveau parti de Berlusconi. Donc de ce point de vue-là, en fait, il a systématisé et poussé à bout une logique qui était sous-jacente en Italie depuis une trentaine d'années, qui est que le football permet de parler de politique, et il a poussé ce système-là à son paroxysme. C'était un personnage évidemment hors norme. Alors il avait commencé en vendant des aspirateurs en porte-à-porte et puis surtout en chantant. Il chantait dans des boîtes de nuit, il chantait sur des paquebots. Il faut donner aussi en français souvenir de ses années d'étudiant à la Sorbonne. Regardez cette vidéo qui date de 2006. La qualité n'est pas top, mais on entend Pigalle, il chante en français, regardez. C'est une croise, des visages, comme le sensationnel. Voilà pour quelques notes fredonnées par Silvio Berlusconi. C'est drôle parce que ce talent de chanteur, il l'avait mis à profit au milieu des années 80 quand il recevait chez lui en Italie, à Milan, les stars de la télé française. Il créait la 5 à l'époque et il se mettait au piano. Il avait un gigantesque piano blanc. Et il se mettait au piano et il les accueillait en chansons et avec aussi un carnet de chèques évidemment bien rempli. On va en parler avec Steve Jourdain tout de suite de cet aspect de la carrière de Silvio Berlusconi. Bonsoir Steve, très jolie chemise Steve. Merci. Bienvenue à vous. Exprès pour votre émission. Je sais bien, c'est pour ça que je vous félicite. C'était donc un homme de médias, Silvio Berlusconi. Oui, après avoir fait fortune dans l'immobilier, il se lance dans l'audiovisuel. Je vais y arriver, on est dans les années 70, le secteur est en pleine mutation. C'est le tout début de la libéralisation. La RAI, le très puissant service public, se voit progressivement concurrencé par des initiatives privées. Septembre 78, Berlusconi lance Télé Milano, une chaîne locale diffusée sur le câble. Et déjà, malgré la concurrence de la RAI, il y a l'ambition d'entrer dans la cour des grands. Écoutez. En Italie, il n'est pas facile de créer une chaîne de télévision car il n'existe aucun espace pour la télévision privée. Il n'y a pas de techniciens disponibles car ils sont tous à la RAI. Nous devons donc former des jeunes qui deviendront petit à petit des professionnels. Berlusconi a beaucoup d'appétit. Très rapidement, il avale deux autres chaînes privées dont les comptes sont dans le rouge. Italia Uno et Rete Quattro. Petit à petit, son groupe va concurrencer la RAI et devenir un véritable empire audiovisuel. Au fil du temps, il contrôlera pas moins de 90% de l'audience et des recettes publicitaires du secteur privé, Thomas. Et j'en parlais à l'instant, son appétit s'est étendu à la France. Oui, au début de l'année 86, avec la bénédiction de François Mitterrand, alors président, Berlusconi participe au lancement de la 5. C'est la toute première chaîne privée gratuite en France. Pour la première fois, les films sont coupés par de la publicité, ce qui fera râler d'ailleurs un certain nombre de réalisateurs. La recette Berlusconi est très simple, du strass, des paillettes, de belles gueules à l'antenne et surtout de la légèreté. Regardez. Sur la 5, les jeux et les divertissements, c'est 5 sur 5. André Lamy et Marie-Ange Nardi. Mange de Grain de Folie, ça va? C'est la grande forme? Le samedi, avec Grain de Folie, embarqué pour la croisière des jeux de la bonne humeur. Moricante, Chevalier Las Palais et l'inimitable Chantal Gallia vous attendent aux escales du rire et des chansons. Pour gagner les cadeaux les plus inattendus, les concurrents se jettent à l'eau et la main passe à toute vitesse.
Bon, le son date un peu aussi du milieu des années 80. Ça s'est pas très bien terminé, cette histoire. Non, faibles audiences, trop petite couverture du territoire, grave difficultés financières. La 5 met la clé sous la porte 6 ans plus tard, en 92. Ça va laisser le temps à Berlusconi de préparer son entrée en politique. 2 ans plus tard, son parti Forza Italia se présente aux législatives et Berlusconi devient chef du gouvernement italien. Merci beaucoup, Steve, pour toutes ces informations. Ludmilla Koné, comment il crée cet empire médiatique sur quel levier il joue? D'abord, il va bénéficier très vite d'un décret par Bettino Craxi, leader du Parti socialiste italien, qui va lui permettre de contourner les lois antitrust. D'abord, il avait fait une maîtrise en droit là-dessus pour savoir comment contourner cela. Et ensuite, lorsqu'il commence à voir ses télévisions, il ne pouvait pas avoir une chaîne nationale, c'était pas permis, c'était que la RAI qui avait le droit. Et donc, il se fait faire un décret spécifique pour lui permettre d'aller de l'avant et de faire son empire médiatique. Déjà, c'est une première chose. Oui. Et ensuite, il va utiliser vraiment l'empire médiatique, bien sûr, qu'il est en train de créer, sa puissance dans l'immobilier. N'oublions pas qu'il a été aussi membre de la Loge P2. Le football et voilà toute une série de réseaux qui ont été mis en place déjà par sa famille et par son père. N'oublions pas, ce n'est pas un enfant de paysan. Oui, parce qu'il racontait des histoires là-dessus, il enjolivait en quelque sorte l'histoire du petit garçon d'une famille pauvre qui s'est fait tout seul. C'est une légende. C'est une légende absolue, ça. Patricia Lemonnier, je le racontais, mais je crois que vous étiez à TF1 en 86, il avait sorti le carnet de chèques pour les grands noms de la télévision. Tous n'y étaient pas allés d'ailleurs, mais... Il avait effectivement sorti le carnet de chèques, des gens de TF1, de France 2 partaient, et même des jeunes reporters qui avaient quelques années de maison ont été tentés par l'aventure, évidemment. Mais en même temps, il y avait cette crainte parce que Berlusconi, c'était la télévision spaghetti, Coca-Cola. D'ailleurs, il avait fait dans une annonce, il avait dit mais ça sera en France, ça sera peut-être pas Coca-Cola, mais ça sera Beaujolais. Et alors, vous voyez, un journaliste, la télévision Beaujolais, c'était peut-être pas l'idéal, mais bon, il avait le don d'attirer par l'argent et puis par la séduction. Oui. Patrick Martin-Genier, politiquement, il faut commencer à quand même, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais il a toujours été à droite et allié au parti de droite, Silvio Berlusconi. Oui, enfin, il est ce qu'on appelle en Italie le centro-destra, c'est-à-dire la centre-droit. Il n'a jamais été... Alors, on dit en Italie, il a été anticommuniste, antifasciste. Donc, c'est quelqu'un qui était véritablement dans la lignée du centre-droit italien. Donc, c'était un homme d'État, effectivement, parce qu'il a fait pas mal, tout de même, de réalisation, on pourra en parler un peu plus, et il s'est incarné. Il a lancé son parti Forza Italia, qui était un parti de centre-droit, qui peu à peu s'est fait grignoter malheureusement au cours des années 2000, 2010, 2020 par l'extrême droite. La meilleure preuve, c'est Madame Meloni et Matteo Salvini qui l'ont grignoté, à tel point qu'il n'a pas pu revenir au pouvoir comme il le souhaitait. Mais c'est véritablement donc l'incarnation du centre-droit. C'est quelqu'un qui aimait fondamentalement son pays. Je me rappelle aussi une autre date, le 26 janvier 1994, il lance son parti Forza Italia et il dit l'Italie, c'est le pays que j'aime. Donc c'est vrai qu'on a dit qu'il était l'incarnation d'une sorte de populisme, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais varié, il n'a jamais été à l'extrême droite, mais sa difficulté a été de contenir l'extrême droite et il s'est toujours allié en fin de compte à l'extrême droite. Il y a eu Matteo Salvini, il y a eu qui était la Ligue, il y a eu Fratelli d'Italia avec Madame Meloni et on a vu que malheureusement son score, son emprise électorale avait diminué au cours de ces années. Mais c'est un homme d'État qui restera effectivement dans l'histoire, peut-être pas de la démocratie chrétienne, mais du centre-droit plutôt libéral, pro-entreprise, qui a gouverné l'Italie pendant un certain nombre d'années. Mathieu ? C'est en ce sens-là que le geste que fait François Mitterrand est très surprenant, parce que la gauche au pouvoir, faut se souvenir de ce que c'est en 1981, quand elle arrive, il y a la volonté de défendre une exception culturelle, il y a une politique culturelle très forte qui est menée. En fait, Mitterrand le fait parce qu'il sait qu'il va perdre les élections législatives et il ne veut pas laisser la droite faire une chaîne à sa propre main. Donc il le fait juste avant de perdre ses élections, il décide de le donner à Silvio Berlusconi. Qui est l'antithèse de l'exception culturelle. Je caricature un peu, mais bon, quand même. Mais il y avait quand même une forme de fascination des deux, à la fois pour l'homme politique qui était Mitterrand et pour cette espèce de corsaire des affaires que symbolisait à l'époque Silvio Berlusconi. Est-ce que vous êtes d'accord sur les idées politiques ? Est-ce qu'il y avait une idéologie ? Est-ce qu'il a fini par basculer vers l'extrême droite ou pas Il n'avait pas besoin. Il a réuni l'extrême droite. Il a permis à l'extrême
l'extrême droite devenir respectable. C'est quelqu'un qui, plus que tout autre, a dynamité la Constitution italienne dans tout son esprit, du point de vue des lois, de la démocratie. Et il a fait procéder à des réformes, y compris institutionnelles, qui ont été clairement autoritaires d'un point de vue institutionnel, mais aussi de la société civile. Et il n'a pas ouvertement il n'a jamais été fasciste. Ce n'est pas sa filiation. En revanche, il a permis et il a fait en sorte que certaines idées et certaines mesures politiques soient mises en place. Patricia ? Il y a un paradoxe chez lui, parce qu'il s'adresse complètement au peuple. Il y a une adhésion d'une grande partie de la population italienne quand il arrive à son discours, qui se sent très proche de lui. Et en même temps, dans sa façon de gouverner, on a l'impression qu'il gouverne pour lui. C'est-à-dire qu'il fait des lois qui sont pour lui, alors que le peuple continue à trouver en lui l'homme qui le représente. Il y a un côté paradoxal dans cette façon de gouverner et d'être senti par son électorat. Ouais. C'est vrai que c'était peut-être le créateur du populisme en Europe, mais quand même, j'ai tendance à penser que la démocratie italienne a toujours été plus forte que Silvio Berlusconi. La preuve en est, c'est que, il a démissionné à 2 reprises, il a été à 3 reprises président du Conseil, il a fait voter un certain nombre de lois, certes, mais à tel point d'ailleurs qu'il s'est incarné dans ce qu'en Italie on appelle la Seconde République. En réalité, institutionnellement, il n'y en a qu'une, celle qui a été créée en 1946, mais avec les réformes électorales, les réformes qu'il a fait voter, on a parlé, les journalistes ont beaucoup parlé d'une seconde république qu'il a incarnée. Voilà. Mais en réalité, on sait très bien qu'il y avait... Pour vous, il n'a pas fragilisé la démocratie italienne ? Moi, évidemment, il maîtrisait les médias. En tout cas, il ne l'a pas fragilisé comme le fait Mme Meloni aujourd'hui, qui peut se permettre de limoger un certain nombre de journalistes, qui a décidé de ne plus appliquer un certain nombre de règles européennes. Il n'est jamais allé jusque-là. Il n'a pas osé. Il est resté dans sa tradition européenne. Parce qu'il n'est pas idéologue. Il a gouverné beaucoup pour lui. Oui. Paradoxalement. Je voulais juste rappeler que cette tradition qui avait été inaugurée déjà par Achille Lauro avant lui, c'est celle du vote d'échange, la corruption généralisée qu'il a mis en place. Et par ailleurs, certains m'ont demandé, mais est-ce qu'il est vraiment lié à la mafia ? J'ai toujours répondu. Il a eu toujours 8 sièges sur 8 dans les élections législatives en Sicile. Je n'ai rien à ajouter. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Bon, Fabien Archambault, vous vouliez intervenir peut-être pour faire le lien entre son empire médiatique et sportif et sa carrière politique. Comment il a utilisé l'un pour l'autre ? Oui, non, c'était aussi plus sur le début de sa carrière politique. Ouais. En fait, moi, j'ai l'impression que Berlusconi, ça a été dit, c'est pas un idéologue. Il aurait très bien pu être de gauche. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il intervient, pourquoi est-ce qu'il rentre en politique en 1994 ? Parce qu'il est lié, et ça, il doit sa carrière, son empire médiatique au Parti socialiste italien de Bettino Craxi, et après l'opération Mani Pulite entre 91 et 92 avec la disparition de la démocratie chrétienne, en gros, il a peur de finir en prison. Comme Bettino Craxi qui doit s'exiler en Tunisie dans ces années-là. Donc en fait, son entrée en politique, il choisit le centre droit parce que, en gros, c'est la place à prendre du fait de l'implosion de la démocratie chrétienne. Mais son camp politique, son vrai camp politique, c'est le Parti socialiste italien, un parti socialiste libéral. Pour les réformes qui ressemblent beaucoup à ce qu'est le Parti socialiste de la deuxième partie des années 80, et ce qui explique après son mode de fonctionnement en fait. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'idéologie, alors il ressort l'anticommunisme, mais qui n'a plus lieu d'être puisqu'il n'y a plus de parti communiste en Italie, et surtout un énorme culte de la personnalité, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, si vous regardez ces clips de campagne pour la campagne de 2001 ou celle de 2008, c'est totalement délirant. C'est-à-dire que ça présente une Italie qui est éperdue d'amour face à son chef. Ouais. Et effectivement, merci Fabien Archambault, et effectivement, des médias en grande partie à sa botte, qui faisait sa campagne électorale. Patrick. Oui, il me venait à l'esprit une comparaison avec un responsable politique français qui est Bernard Tapie. Parce que Bernard Tapie, il a touché à tout, il a fait de la politique, il a fait du sport. À Marseille, il a remonté l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qui a été dans les affaires et qui a eu des affaires également judiciaires assez considérables, très importantes. Donc ce sont des gens qui ont touché à tous les secteurs, notamment politiques. Bernard Tapie a été ministre. Et voilà, mais par rapport à d'autres comparaisons, vous savez, on a dit c'est
c'était un peu le Trump, etc. Mais je pense que Berlusconi avait quand même une vraie culture politique. Il avait la culture de son pays, l'amour de son pays ancré en lui-même. Et je crois que même s'il avait un gros ego, même s'il a effectivement il a investi dans les médias, eh bien c'est quelqu'un qui avait l'amour de son pays et qui avait une culture politique assez profonde. Ça c'est le minimum qu'on demande à un homme politique, non, mais il y en a qui ne l'ont pas forcément non plus. Vous disiez, il n'a jamais gouverné que pour lui. Et donc, il n'a pas fait grand-chose pour l'Italie. Hein. Et oui, enfin bon, je suis un peu plus réservé quand même, parce qu'il a été présent à des moments clés de l'histoire européenne, et si vous voulez, on pourra en reparler, parce que Silvio Berlusconi a été, même s'il n'avait pas une culture profonde, je veux dire, européenne, s'il était pragmatique, c'est quelqu'un qui a toujours été présent pour faire avancer la construction européenne. Et sur ce point, on a pu compter sur lui. Je ne sais pas si, je vois que vous n'êtes pas forcément d'accord, mais en préparant l'émission, on a, dans un article de France 24, il rappelait qu'après une décennie de pouvoir, le magazine britannique, magazine Echo, The Economist, titrait à propos de Berlusconi « L'homme qui a bousillé tout un pays ». Alors c'était sans doute exagéré, mais Ludmilla connaît. Est-ce qu'il... Voilà, si on fait le bilan de sa première décennie, pour rebondir sur ce titre-là. Les coups de boutoir contre la constitution italienne née de la résistance, c'est Berlusconi qui les a donnés en premier. Et ce que fait aujourd'hui le gouvernement actuel, c'est lui qui l'a initié. Il a commencé par dynamiter les principaux acquis de cette constitution, et il a ouvertement dit il fallait la dépasser, il fallait la changer, parce que ça l'empêchait, lui et ses amis, de faire des affaires librement, selon un état de droit et avec une démocratie et une représentativité sociale. C'est de ça qu'il s'agit. Il a fait ça toute sa vie, et dès qu'il a pu, à travers 93-94, il a fait ça. Il a mis en place des changements institutionnels, il a sabordé les syndicats, la représentation de la société, et tout ce qui a été fait, c'est ce qui a produit la situation actuelle. Alors, effectivement, il faut rappeler que le parti de Silvio Berlusconi est membre de la coalition qui a mené Giorgia Meloni au pouvoir, et forcément, elle lui a rendu hommage, la chef du gouvernement italien, aujourd'hui. Avec lui, l'Italie a appris qu'elle ne devait jamais se laisser imposer de limites. Elle a appris qu'elle ne devait jamais renoncer. Avec lui, nous avons mené, gagné et perdu de nombreuses batailles. Et c'est aussi pour lui que nous atteindrons les objectifs que nous nous étions fixés ensemble. Adieu, Silvio. Avec lui, l'Italie a appris qu'elle ne devait jamais se laisser imposer de limites. Je trouve ça intéressant parce que cette phrase, on peut la lire de deux façons. Effectivement, l'ambition, mais aussi le fait qu'il se soit affranchi des limites, et peut-être même ce que vous disiez, de certaines limites démocratiques. Est-ce que, Patricia Lémonière, l'influence politique, faut l'évaluer aujourd'hui? C'est-à-dire, elle avait décliné quand même ces dernières années. Qu'est-ce que vous en diriez? Même si c'est un homme qui a pratiquement... régné dans le climat italien sur ces plus de 30 dernières années, depuis qu'il avait été condamné et en 94, si je ne fais pas d'erreur, et qu'il ne pouvait plus être élu, il avait perdu ses 92 ou 93, je sais, en 2013. 2013. Je crois que la bonne date, c'est 2013. Il avait perdu, effectivement, 2013-2019, je crois, et qu'il ne pouvait plus être élu. Eh bien, depuis, c'est la fracture. Là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est même passé, je crois, dans son électorat. Ça faisait suite aux affaires, effectivement, qui touchaient aux frasques et aux affaires qui étaient de l'ordre plus sexuel ou libertine, on peut dire. Mais il était condamné pour une affaire très simple, qui est une affaire, en fait, fiscale, en quelque sorte, j'ai envie de dire. Eh bien, son personnage-là s'est fragmenté. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la société italienne. Il a perdu de son aura et son parti s'est étiolé au point de ne représenter plus que 8% aux dernières élections. Alors qu'effectivement, Forza Italia était autour des 30% il y a un peu plus de 20 ans. Alors, cette condamnation, justement, 2 août 2013, 7 ans de prison, interdiction à vie d'exercer un mandat public pour abus de pouvoir et prostitution de mineurs. On écoute la réaction de Silvio Berlusconi ce 2 août 2013. En échange de ces 20 années d'efforts en faveur de mon pays, et ayant atteint désormais quasiment la fin de mon activité professionnelle, je reçois en cadeau des accusations fondées sur rien et un verdict qui m'enlève ma liberté, ainsi que mes droits politiques.
Patrick Martin-Genier, il est condamné pour ça, mais enfin, il a tellement été poursuivi et quasiment jamais condamné. C'est aussi ça l'histoire de Berlusconi. C'est un insubmersible, c'est quelqu'un qui a une capacité de rebondir extraordinaire, comme tous les populistes, en fin de compte. Je regardais avant de venir cette émission 8 condamnations en première instance, c'est la presse italienne qui le rappelle, une seule définitive en cassation. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'il a eu la capacité de rebondir, il a eu une interdiction de se représenter aux élections, mais que fait-il après? Eh bien, il revient en politique. Il revient en 2019. Il est élu député européen, d'où encore son rôle européen. Et enfin, il est élu sénateur au mois d'octobre 2022. Ce sera son dernier mandat. Mais il n'a jamais renoncé, effectivement. Il avait une capacité avec beaucoup de bons avocats, il faut le dire. Et donc, il a toujours réussi à s'en sortir. D'une certaine façon, ça fait effectivement penser à l'ère Trump qui doit faire face à un certain nombre de procès. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui... et je ne sais pas, on l'a vu aussi en train de faire des travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. Il a été condamné et il a dû faire des travaux d'intérêt général pour aller auprès des personnes malades. Et il a transformé la condamnation. Et toujours dans le spectacle, c'est quelqu'un qui était dans les médias, qui se mettait toujours en scène. Eh bien, on le voit aller auprès de personnes malades âgées en train de réaliser ces travaux d'intérêt général, et il les a fait effectivement. Ludmilla Coney, je me demandais dans les titres de cette émission ce que l'histoire retiendra de Silvio Berlusconi. Cette partie-là, les scandales financiers, les scandales sexuels, les orgies, les soirées bunga bunga, comme il le disait lui-même. Je pense que l'Italie est aussi partagée qu'elle peut l'être lors d'un scrutin là-dessus, mais à quel point, pour vous, ça a abîmé l'image de ce pays ? C'est surtout parce qu'on l'a su, parce que la question c'est on doit faire tout ça sans se faire prendre, c'est d'abord ça. Et la question c'est que de toute façon ça fait partie de son personnage. Moi ce qui m'intéresse avant tout c'est pas le personnage même attachant, si vous voulez, même sympathique, Berlusconi, mais de quoi est-il le nom ? De quoi est-il le nom dans la transition politique qui est passée d'une république qui était imparfaite, mais quand même démocratique, sociale et parlementaire, à un laisser-faire total, sans limite, où finalement, c'est une initiative individuelle ou de groupe qui... Mais il y avait, pardon de vous interrompre, il y avait déjà de la corruption avant, il y avait déjà des affaires avant. On rappelait, Fabien Archambault rappelait Manipulité, l'opération main propre. Enfin bon, c'est pas... qu'est-ce que Silvio Berlusconi change sur cet aspect de la démocratie italienne pour vous ? C'est toutes les règles qui, malgré tout, tenaient ensemble le tissu social, qui, malgré tout, permettaient aux gens de survivre et de vivre décemment, ont été petit à petit broyées. Et nous arrivons aujourd'hui à une situation dans le milieu du monde du travail qui est absolument atroce pour la plupart des gens, avec aucun filet de sécurité, un nombre de décès sur le travail absolument colossal. Et tout ceci a été fabriqué petit à petit avec la casse d'un certain nombre de protections qui existaient. Vous voyez, c'est ça. C'était un homme politique libéral et il a été l'architecte, je crois, de la retraite à 67 ans en Italie, qui est contestée aujourd'hui. Et donc, il s'inscrivait pas dans la démocratie chrétienne. C'était un homme politique libéral avec une expérience d'entreprise. Et donc, il a voulu transposer au plan de la législation son esprit libéral, effectivement, sur le plan économique. Et puis, il s'est présenté comme un homme nouveau par rapport à la crise que vivait la démocratie italienne au moment de la fameuse opération main propre. Il a dit « j'incarne autre chose que les partis ». Il était totalement disruptif, mot à la mode aujourd'hui, en disant « je vais passer au-dessus de tous les partis ». Allez, un focus sur les réactions en France. Mathieu, comment la classe politique française a réagi à la mort de Silvio Berlusconi ? De façon très contrastée, presque à l'image du personnage. Côté officiel, en cette fin d'après-midi où nous enregistrons cette émission, le silence règne. Rien de la part de l'Élysée, rien de la part du ministère des Affaires étrangères, rien de la part de l'ambassade de France à Rome, qui de toute façon ne ferait que reproduire ce qu'ont fait les premiers. Ça traduit au mieux une gêne. Alors il faut dire que la personnalité sulfureuse de Silvio Berlusconi ne rend pas les hommages faciles, parce qu'on est quand même à l'heure de la lutte contre les violences sexistes, à l'heure de la lutte contre le populisme, ou encore de la lutte contre la fraude fiscale et la corruption. Eh bien, l'ancien président du Conseil italien fait figure de contre-modèle, pour ne pas dire de repoussoir. Alors
Alors, Berlusconi ne partageait rien avec Emmanuel Macron, hein, ni sa politique, ni son humour. On se souvient qu'il s'était moqué de sa femme en 2017, ni ses alliances. Donc, pas question au sommet de l'État ou pour l'Élysée de le pleurer comme l'ont fait aujourd'hui, par exemple, Vladimir Poutine ou Viktor Orban, parce que Emmanuel Macron ne partage pas non plus les alliances de Berlusconi. Ouais, et alors, sur le reste de l'échiquier politique? Alors, la droite, comme l'extrême droite, semble avoir choisi de séparer l'homme de l'artiste, que si je peux me permettre, comme on dit, à un point qui confine parfois au surréalisme. Éric Ciotti, par exemple, le patron des LR, salue la mémoire d'un véritable monument de la politique, un homme d'État qui l'a servi de toutes ses forces, ainsi qu'un fervent défenseur de l'amitié entre nos deux nations. Voilà, rien de plus, n'en jetez plus. Même le RN préfère marquer une forme de distance parce que Marine Le Pen se contente de dépeindre un personnage atypique à la vie hors norme et au parcours fulgurant. On voit que ce ne sont quand même pas les mêmes mots et elle adresse ses condoléances au peuple italien. Et puis sans surprise, c'est du côté de Reconquête, Marion Maréchal qui voit elle, la disparition, on en parlait tout à l'heure, d'un précurseur de la fameuse Union des droites, parce que c'est ça qui restera de Berlusconi. C'est quand même le premier pays fondateur de l'Union européenne qui fait péter la digue entre la droite et l'extrême droite. Et ça, l'Union des droites, c'est évidemment ce qu'elle appelle de ses voeux, Marion Maréchal. Alors il faut dire qu'elle est aussi l'épouse d'un ancien proche de Matteo Salvini, avec lequel Silvio Berlusconi, on l'a rappelé, avait s'était allié plusieurs fois pour conquérir le pouvoir. Donc ça, c'est à droite de notre échiquier et à gauche. Alors à gauche, même silence, même gêne, on en croirait presque de la part des anciens comme des nouveaux hiérarques du Parti Socialiste qu'ils ne sont pas pressés de devoir rappeler ce qu'on rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire que les portes de l'audiovisuel français furent ouvertes aux Cavalieri par François Mitterrand. J'ai trouvé quand même une exception, Jack Lang, quand même le roi des hommages mortuaires. Donc Jack Lang qui, lui, explique que son exception culturelle à la française, c'est quand même très différent de ce qui s'est passé en Italie et ça a permis de sauver le cinéma français par rapport au cinéma italien. Ça, c'est pour le bilan de Jack Lang. Et il dit, ça tombe bien que la seule point de désaccord avec François Mitterrand fut justement en 1986 l'attribution de la 5 à l'italien. Et puis voilà, parce qu'on se rappelle que même si l'aventure télévisuelle fut de courte durée, François Mitterrand fut le président français préféré d'une certaine façon de Silvio Berlusconi, parce qu'avec ses successeurs, ça s'est moins bien passé. Avec Jacques Chirac, on se souvient qu'il lui avait fait visiter sa maison pour lui montrer à la fois ses magazines de charme et puis le bidet où soi-disant c'était laver beaucoup de fesses selon Silvio Berlusconi. Jacques Chirac en était resté bouche bée, c'est dire. Et puis avec Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas non plus de très bonnes relations. Et très récemment, d'ailleurs, en janvier dernier, Silvio Berlusconi avait fait une interview pour dire à quel point il trouvait que Sarkozy avait été arrogant quand il était au pouvoir. Alors, il y a une chose qu'on a merci Mathieu, qu'on n'a pas encore rappelé, même si on l'a un peu rapidement évoqué, c'est la longévité de Silvio Berlusconi au pouvoir. 17 ans, la plus grande longévité d'un président du Conseil, d'un Premier ministre depuis la Seconde Guerre mondiale en Italie. Patrick Martin-Genier, est-ce que ça lui a permis cette longévité, parce que c'est un atout en Europe, est-ce que ça lui a permis de peser en Europe? Ah oui, je crois d'accord. Donc globalement sur la durée, 3 temps séparés de président du Conseil. Vous savez qu'en Italie, c'est bien le président du Conseil qui gouverne, qui a la réalité du pouvoir, et non pas le président de la République. Et lorsque vous regardez effectivement le mandat de Silvio, le second mandat entre le mois de juin 2001 et 2006, c'est à cette période qu'on prépare le traité de Lisbonne. On lance une convention sur l'avenir de l'Europe, la déclaration de Laeken au Conseil européen en 2002-2003, qui va permettre d'aboutir après donc à ce traité de Lisbonne. Et l'Italie aura été constamment aux côtés de la France et de l'Union européenne. Aussi en 2004, alors qu'il était président du Conseil, c'est 10 pays qui rentrent dans l'Union européenne. Donc il a fallu effectivement également l'appui de l'Italie. Donc ce qu'on peut dire effectivement, c'est que cette longévité a permis à l'Italie de continuer, même si ce n'était pas la démocratie chrétienne ou des socialistes, de continuer cette œuvre d'intégration européenne. Mais Mathieu parlait de Nicolas Sarkozy. Comment il a été considéré, on va dire, par un Nicolas Sarkozy ou une Angela Merkel, par exemple? Vous avez tout à fait raison. En réalité, il n'a jamais été pris très au sérieux. Et je me rappelle une conférence de presse, c'était au mois d'octobre 2001. Donc, au mois d'octobre 2001, se réunit un Conseil européen où, effectivement, il allait démissionner peu de temps après. Excusez-moi, oui, c'était en octobre 2011, pardon, pas 2001. Où effectivement il y a une conférence de presse quelques temps avant qu'il allait partir du pouvoir, où on demande donc à Angela Merkel, les journalistes demandent à Angela Merkel, à Nicolas Sarkozy, s'ils font confiance à Berlusconi pour faire des réformes en matière économique. Et là il y a eu un gros trou, un gros silence, et les deux chefs d'État et de gouvernement se sont regardés. En réalité, ils ont considéré qu'il devrait faire ce qu'il devait faire, Berlusconi, mais il n'y avait aucun crédit à lui accorder sur la réforme
de l'Italie. Et donc, il n'était pas très pris au sérieux en réalité, parce qu'il plaisantait toujours, il ne maîtrisait pas toujours ses dossiers. Il était là en tant qu'artiste, en tant qu'homme de cinéma, homme de médias. Il ne contrôlait pas toujours, mais voilà, en réalité, il y avait la forme et le fond. On va terminer sur les relations entre Silvio Berlusconi et Vladimir Poutine, mais est-ce qu'il y a deux perceptions? Là, on parle de l'image européenne d'un Silvio Berlusconi. Est-ce qu'il y a deux perceptions? Une perception italienne de son bilan et une perception européenne. Je rappelais le titre de The Economist il y a quelques minutes. D'un point de vue européen, il est absolument infréquentable sur un certain nombre de choses. On a parlé de ce qu'il a dit à M. Schulz, qui est absolument incroyable, absolument incroyable. Ses frasques, etc., etc. D'un point de vue italien, vous voyez, il y a quelque part, y compris pour sa longévité, Berlusconi, c'est l'héritier d'Andreotti. Pour ceux qui connaissent. C'est celui qui lui ressemble de plus, même s'ils sont totalement différents. Voilà. L'un a incarné la Première République, lui il incarne la seconde, la transition pour la seconde. Cette longévité, cette façon, non pas simplement personnelle, mais aussi par les appuis. Et la longévité, elle vient beaucoup de là, des appuis qui sont les leurs. Et cette capacité, justement, à être inoxydable, comme disait aussi, on disait de Andreotti. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est un personnage qui a tellement traversé la vie des Italiens qu'il devient sympathique. Il est sympathique objectivement. Alors sur la question de Poutine, il y a des anecdotes comme ça sur le lit de Poutine qui aurait été offert à Berlusconi par justement Vladimir Poutine pendant une de leurs rencontres. Il y a toute une mise en scène comme ça viriliste un peu et qui fait rire les gens. Vous voyez. On va y revenir sur ce lien entre Poutine et Berlusconi. On écoute d'abord la réaction du président russe. C'est très court. C'est une grande perte, non seulement pour l'Italie, mais aussi pour le monde politique. C'est très court, mais Patricia Lémonière, évidemment, c'est important de voir que Vladimir Poutine réagit officiellement, réagit rapidement, le disait Mathieu tout à l'heure. Comment vous qualifiez la relation politique entre ces deux personnalités? Je pense qu'il y a une vraie complicité qui s'est créée dès le début. Une espèce d'amitié de deux hommes qui sont décidés à gouverner selon leur tempo. Et donc, on le voit très bien d'ailleurs. En plus, Berlusconi, un jour, se vantait d'être un des cinq amis de Vladimir Poutine et d'être le premier des cinq. Alors, vous voyez, il a peu d'amis, Vladimir Poutine, mais il se vantait d'être le premier des cinq. Autre phrase, tout de suite, en Ukraine, il lui a apporté lors de l'invasion, il a dit, ma foi, l'Ukraine, c'était la faute de l'invasion en Ukraine. Non, mais c'était l'Ukraine qui avait attaqué Poutine. Et qui avait attaqué les forces russes. Donc, vous voyez, il avait cette façon de se ranger toujours près de Poutine, mais parce qu'il y avait entre eux une complicité, ils se recevaient dans leurs dachas respectifs, dans leur villégiature de vacances, et ils avaient ce côté à la fois d'hommes sportifs, qui se voulaient au-delà de tous les conventions, au-delà des conventions politiques traditionnelles, et en ce sens-là, ils se retrouvaient. Et puis je retiens ce que vous dites, l'amitié viriliste, effectivement. Je crois qu'il y a ça aussi dans l'iconographie des deux personnages publics et médiatiques, il y avait ça. Avec ce visage qu'il faut le souligner quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, qui ne bougera pas. C'est un des rares politiques à faire autant de chirurgie esthétique. C'est vrai. Cet amour de l'esthétisme. Il était tellement maquillé que quand Jacques Chirac avait pour Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, d'habitude c'est le chef de l'État qui devait le saluer en premier, mais il envoyait Jean-Pierre Raffarin l'embrasser en premier pour que ce soit lui qui... Très bonne anecdote, qui récupère le maquillage. Très bonne anecdote. Tiens, on va terminer avec une autre anecdote et je vous redonne la parole une dernière fois, Fabien Archambault, pour reparler un peu sport, parce que il avait revendu le Bilan AC, donc le club mythique dont vous nous parliez, puis racheté un petit club de 3e division, je crois que c'est Monza, si je ne me trompe, qu'il a fait remonter. Mais alors, le scandale est jamais loin avec Berlusconi. Qu'est-ce qu'il promet un jour à ses joueurs en cas de victoire face à une grande équipe? On a perdu Fabien Archambault qui... Voilà. Ah, pardon. Excusez-moi, je pensais que vous envoyiez un reportage sur le... Non, je voulais vous laisser raconter l'anecdote. Ah, ben non, je la connais pas, celle-là. Sur Monza, sur les joueurs de Monza. Il promet un bus avec des prostituées, à l'intérieur. Voilà la façon dont Silvio Berlusconi motivait
entre autres. Ces joueurs, ben voilà, c'est moi qui l'aurais raconté, elle était rapide et elle nous permet de boucler ce débat. Merci beaucoup, merci à tous d'y avoir participé. Je vais rappeler le titre de votre livre, Patrick Martin-Genier, L'Europe a-t-elle un avenir, publié aux éditions Studirama. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.